Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Comme je vous avais demandé, vous avez accepté du premier coup sans hésiter et c'est vraiment une très bonne chose pour ce colloque que nous aimerions bien essayer de partager parce que les colloques classiques en général servent aux intérêts des chercheurs pour leur carrière académique. Nous avons essayé donc de faire le lien entre l'opérationnel et la recherche. Et donc l'objectif du débat, c'est que les chercheurs puissent connaître quel type d'informations existe au niveau des décideurs, parce que vous êtes des décideurs. Et nous espérons également que vous pourrez nous donner un aperçu de ce que vous pouvez comprendre des préoccupations des chercheurs en général et des ONG de développement, parce qu'il y a des gens qui viennent également de l'opérationnel. Donc, nous avons organisé ce débat en donnant la parole donc à nos illustres invités. On leur donne 10 minutes, mais bon, on ne va pas être trop sévère pour dire vous avez fini votre quota. Et après, on va susciter donc un débat entre les intervenants et l'assistance. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à monsieur le secrétaire général du ministère auprès de la présidence en charge de l'agriculture et de l'élevage. Vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tous. Donc, après 2 jours de communication, d'intervention assez riche pour vous, nous allons donc parler de la politique plus générale sur le développement rural face au changement climatique. L'honneur me soit donc de commencer les interventions. Premièrement, qu'est-ce qu'on va parler du développement rural? J'ai choisi quelques éléments. C'est un tiers du PIB mondial, 27 ou 25 ou 24% pour Madagascar. Les petits producteurs alimentent 80% de la nourriture dans le monde et presque 100% pour Madagascar. 1,4 milliard de populations n'ont pas encore l'électricité. Ici à Madagascar, l'accès c'est à 14%, je crois. Et l'objectif en particulier, la mission assignée au ministère auprès de la présidence en charge de l'agriculture et de l'élevage, c'est l'ODD numéro 2, c'est-à-dire éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Et dans l'agriculture durable, ça devrait tenir compte du changement climatique. Concernant le changement climatique, je vais vous raconter un peu ce qui m'a frappé dans le changement climatique. Dans les débuts des années 90, quand j'étais encore à l'école nationale des ingénieurs de travaux ruraux et des techniques sanitaires de Strasbourg, c'était pendant notre période qu'on a changé l'appellation de l'école en École nationale de gestion de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, en 90, donc nos éminents professeurs ont déjà dit que le monde change, donc il faut changer les modules, les orientations de l'école, et que en particulier l'eau et la gestion de l'eau, ça va devenir problématique d'ici une vingtaine d'années. Et donc, ils ont décidé de changer l'appellation de l'école. Quelques années plus tard, dans l'année 2000, j'étais un simple ingénieur de génie rural. J'ai fait une réception de barrages de dérivation dans la région de Sambave. Et quand je suis venu sur le lieu, moi j'ai demandé, mais où est la rivière? Pourquoi on a construit une barrage de dérivation ici? Et on m'a répondu, l'eau ça va venir quand il y a
la saison pluvieuse en décembre, en novembre, décembre. Mais pour le moment, il n'y a pas d'eau sur la rivière, alors que l'appellation c'est de barrage de dérivation de rivière. Donc c'est une aberration en quelque sorte. Et puis quelques années plus tard, 2015-2016, c'est devenu le secrétaire général du ministère. On a tous eu le problème de sécheresse et d'inondation en même temps dans la grande île. Et il y avait ce risque d'assèchement de la fleuve des Coupes et l'assèchement dans des Calèques. Et là, c'était en tant que responsable, c'était une vraie casse-tête. Comment faire? Donc on essaie tant bien que mal de résoudre tant que faire se peut l'impact de ce changement climatique. Donc cela, c'est pour vous donner un peu l'aperçu du changement climatique, mais je suis sûr que chacun d'entre vous a ses expériences personnelles. Donc la situation du pays, comme j'ai cité tout à l'heure, il y a la sécurité alimentaire dans le sud, aggravée par le phénomène de changement climatique, l'intensification des cyclones et de l'inondation, la sécheresse dans plusieurs endroits du pays. Par exemple, à Vohemar, il y avait des problèmes sur l'alimentation du bétail. Il y avait plusieurs bétails qui étaient perdus. Pour le secteur agriculture et élevage-pêche en particulier, donc augmentation du risque d'événements climatiques extrêmes, modification des saisons agricoles, cycle de pluie, affectation de tous les écosystèmes, changement de pratiques de gestion du sol, augmentation de troubles physiologiques des plantes, augmentation de la pression sur les ressources naturelles et voire la surexploitation. Donc, face à ces problématiques, qu'est-ce qu'on a proposé ou qu'est-ce qu'on a décidé? D'abord, il y avait donc la stratégie nationale face au changement climatique pour le secteur agriculture, élevage, pêche, qui a été élaborée en 2012. Il y avait 5 axes stratégiques: l'adaptation. L'AEP doit s'adapter au changement climatique. J'ai choisi quelques résultats. Comme résultat attendu, le capital sol, eau, biodiversité terrestre et marine est préservé. Il y a l'atténuation. Les actions d'atténuation génèrent des bénéfices socio-économiques pour l'agriculture, l'élevage, pêche. Un résultat, production pluviale, vivrière et risicole augmente avec la pratique des techniques d'agriculture de conservation ou agroécologie. Troisième axe stratégique, l'AEP intègre les préoccupations relatives au changement climatique dans toutes ses actions. Donc, pour la productivité agricole, doit tenir compte de l'intégration intersectorielle entre agriculture, élevage, pêche et forêt sur la base des principes de l'agroécologie et l'interaction des écosystèmes. Quatrième axe stratégique, l'AEP dispose de mécanismes financiers pérennes pour ses actions d'adaptation et d'atténuation. J'ai choisi comme résultat attendu le partenariat avec les investissements privés, donc comme résultat est développé. Et cinquième axe stratégique, c'est la recherche, technologie, gestion des connaissances. C'est comment utiliser l'innovation technique et les recherches, outils de décision, développement efficace face au changement climatique. Donc, c'est comme résultat attendu, les bonnes pratiques paysannes résilientes aux effets du changement climatique sont mises à l'échelle. Donc ça, c'est la stratégie élaborée en 2012. Et comme vous savez tous, nous, on a élaboré aussi le programme sectoriel AEP en 2015, un programme pour 10 ans, qui s'articule sur 5 programmes: l'exploitation rationnelle et durable des espaces de production, l'augmentation continue de la productivité, la contribution à la sécurité alimentaire nutritionnelle et réduction des risques pour les vulnérables,
l'amélioration de l'accès au marché et l'amélioration de la gouvernance des institutions et le renforcement de la capacité des acteurs. Mais je peux vous rassurer que dans ces 5 programmes, comme ça a été déjà dit tout à l'heure, cela intègre donc l'aspect changement climatique. Comment faire? On a aussi les plateformes Climate Smart Agriculture ou bien l'agriculture intelligente face au climat, qui a son 3 points clés: augmentation de façon durable de la productivité agricole et les revenus des agriculteurs, renforcer la résilience et la capacité d'adaptation des systèmes agricoles et alimentaires, et rechercher des possibilités d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre et augmenter la séquestration de carbone. Pourquoi? Parce que parler de développement rural et de changement climatique, donc c'est lié les deux. Comment faire la production, assurer la sécurité alimentaire, tout en assurant la durabilité, donc la préservation des ressources, comme c'était cité tout à l'heure, eau, sol, forêt, donc, et intégration aussi du changement climatique. Donc voilà les stratégies, les programmes, les plateformes qui existent. Qu'est-ce qu'il nous reste? J'ai entendu tout à l'heure que tout cela reste de la paperasse sans une action concrète. Donc je vais vous citer la volonté politique au niveau mondial. D'abord, il y a le COP 21, qui est le COP de la décision, le COP 22, qui est le COP de l'action. Il y a la FAO qui essaie de promouvoir donc cette agriculture durable face au changement climatique. Par exemple, si on prend le thème de Journée mondiale de l'alimentation en 2016, c'est le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. En 2017, cette année, c'est changeons l'avenir de la migration, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural, donc tenir compte du changement climatique pour empêcher ou diminuer la migration de la population. J'ai vu tout à l'heure dans les tableaux à l'extérieur la migration de la population de l'Androuille vers d'autres lieux pour faire face à l'insécurité alimentaire. Il y a aussi la volonté politique pour Madagascar. Je vous rappelle l'extrait du discours de son Excellence Monsieur le Président de la République lors de la présentation de vœux en 2017. C'est la mise en place de la Dinam-Pyrénéenne, il y a Dinam-Tuetandro, donc c'est un programme qui va militer contre le changement climatique et promouvoir le développement harmonieux et inclusif. Comment ça se passe? C'est de choisir quelques communes qui promuent la protection de l'environnement, par exemple la lutte contre les feux de brousse, le reboisement, la pratique d'agriculture intelligente. Et donc nous, au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, donc on a déjà commencé, on a choisi 12 communes de Madagascar pour les appuyer spécialement en matière de développement agricole, parce qu'ils ont été choisis pour promouvoir donc cette Dinam-Pyrénéenne et Dinam-Tuetandro, enfin par son abri de Smart. Mais à terme, donc, on va essayer de vulgariser, faire tache d'huile pour une commune verte, durable, protégeant l'environnement et promouvant l'agriculture durable. Dans la volonté politique aussi, donc c'est les priorités du gouvernement. Priorités dans le Sud, comme AFAFI Sud avec l'Union européenne, comme défi avec le FITA, comme PRATA
avec la coopération allemande, comité deuxième dans la partie nord du sud, c'est-à-dire à Mourndaf et à Milak. Tous ces projets-là intègrent déjà un volet changement climatique sur les pratiques résilientes. Et dans le TDR, on a dit de parler de ce qui se fait à Madagascar et de ce qui se fait ailleurs aussi. Donc je vais vous citer simplement ce qui se fait au Rwanda, l'aménagement intégré de l'espace de production, où j'ai vu de mes propres yeux la transformation d'une colline en espace d'une demi-journée pour un aménagement intégré, protégeant le sol, gérer l'irrigation avec l'eau de pluie et intégrer les forêts. Et ça m'a vraiment frappé que avec des systèmes IMO, action contre le travail, on peut transformer en une journée une colline avec une pratique d'agriculture durable, les courbes de niveau avec des contrepentes sur l'écoulement de l'eau. Donc, une fois rentré à Madagascar, j'ai discuté avec les techniciens malgaches. Ils ont dit, nous aussi, on sait faire ça, les drains filtrants et tout cela. Je dis, mais pourquoi on ne l'a pas appliqué si on sait le faire? Et comme je venais juste de rentrer de Chine, je vais vous parler aussi de recherche sur les riz hybrides pour augmenter la productivité, pour assurer la sécurité alimentaire. On a parlé tout à l'heure de la augmentation de la productivité. Là, ils sont en train de faire des recherches pour un rendement de 18 tonnes à l'hectare. Je ne sais pas notre rendement actuel sur les recherches. Et puis l'utilisation de la technique fourragère pour lutter contre la désertification, c'est-à-dire Plencentum gigantum, si je ne me trompe pas sur le nom, où ils arrivent à faire de la culture de cette espèce fourragère jusqu'à 6 mètres de hauteur, avec une progression très rapide. Donc ils arrivent à stopper en l'espace de 3 mois la progression de l'ensablement pour empêcher donc l'ensablement des rivières, donc justement pour lutter contre la désertification. Donc, c'est quoi le futur? Le futur, en attendant ce débat, j'ai visionné un peu toutes les présentations. Donc pour moi, le futur, c'est vraiment comment valoriser et vulgariser les résultats de la recherche. Parce que à Madagascar, on a beaucoup de recherches, mais ce n'est pas valorisé, ce n'est pas vulgarisé. Deuxièmement, il y a beaucoup de bonnes pratiques, mais comment mettre à l'échelle? Et troisièmement, comment convaincre les décideurs? Quand je dis décideurs, il y a plusieurs niveaux de décideurs. Hein. Donc il faut les convaincre. Parce que pour moi, c'est pas un lobbying, mais il faut pratiquer donc l'agriculture intelligente face au climat. Et à titre d'exemple, nous, on a déjà le programme PADAP, programme d'agriculture durable par rapport au paysage, où on intègre les 3 ministères concernés, ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage, ministère en charge de l'environnement, ministère en charge de l'eau. Donc ça aussi c'est une volonté politique. Madame a parlé tout à l'heure de l'approche paysage, qu'il n'y a pas encore cette intersectorialité, donc ça y est, nous on est en train de le faire avec la Banque mondiale, avec l'AFD, où la composante 1, c'est justement de faire élaborer les outils pour les prises de décision, l'aménagement de l'espace, comment intégrer toutes les ressources, eau, sol, forêt, et de mettre des modèles en pratique
pour montrer que ça marche. Et l'ambition, c'est d'étendre cela dans tout Madagascar, donc intégrer les autres travailleurs. Le futur aussi, c'est le programme pour l'intégrer du Sud. C'est un programme ambitieux. On est en train de négocier avec la BAD, Banque africaine de développement. C'est d'essayer de faire un programme intégré, construire un barrage de retenue un peu plus haut du Mandaré et d'essayer d'alimenter entre 300 000 et 400 000 hectares, développer les bas-fonds, les tannettes et les forêts et d'intégrer l'énergie, l'adduction d'eau potable, l'agriculture. Donc c'est un grand programme ambitieux pour le Sud. Et dans le futur aussi, informatisation de l'agriculture. Encore une fois, c'est ce que dans d'autres pays aussi, hein, mais je vais parler de ce que je venais de voir en Chine, c'est de gérer l'agriculture, l'irrigation à la demande, intégrer les données agrométéorologiques et de commander l'ouverture des vannes à partir des smartphones, intégrer les fertilisants, les pesticides. Donc, il n'y aura pas de dépassement de dose. Et comme j'ai déjà dépassé mon temps, je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, pour cette présentation. Et puisque Monsieur le Secrétaire Général du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts est actuellement avec nous, je vais tout de suite lui donner la parole. Monsieur Léchier, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le facilitateur de m'avoir donné la parole et bonjour tout le monde. Et je m'excuse pour mon retard là, parce qu'il y avait eu tellement d'urgence que je dois les quitter. Ceci étant, je tiens d'abord à remercier l'organisateur pour cette semaine de l'agro, parce que ça donne vraiment une opportunité de faire des échanges, surtout concernant les problèmes de développement durable liés au changement climatique. Donc, puisque on m'a donné la parole de faire une présentation, étant donné que je ne me suis pas tellement préparé, mais en tout cas, je vais essayer de le faire de manière très brève. En fait, quand on parle du développement durable, développement rural, je fais un lien avec la gestion de ressources forestières parce que c'est notre domaine de compétence. Donc, actuellement, quand on parle de gestion développement rural axé sur la gestion des ressources forestières, donc effectivement, il y a l'implication de la politique de l'État qui favorise l'implication de toutes les parties prenantes, en l'occurrence les FOCNOLO, les VOI, dans la gestion des ressources forestières. Et on dénombre à peu près à 1800 des forêts qui ont fait l'objet du transfert de gestion actuellement. La plupart n'ont pas encore fait de l'évaluation, mais en tout cas, l'essentiel c'est qu'il y a déjà l'implication de la communauté, étant donné que le ministère ne dispose pas assez de personnel pour s'assurer vraiment de cette gestion. L'objectif dans ce transfert de gestion, c'est que d'abord il y a la gestion durable, mais il y a aussi la motivation de la population locale à partir des bénéfices qu'ils peuvent tirer de cette gestion des ressources forestières. Malheureusement, la situation telle, c'est que, étant donné qu'on n'a pas fait toute l'évaluation de tous ces transferts de gestion-là, il y a des transferts de gestion
qui sont en bonne marche, mais il y a d'autres qui n'ont pas donné des résultats concluants comme on le souhaitait. Donc, et ça a impacté sur la durabilité de ces ressources mêmes. Donc, actuellement, dans notre perspective, on envisage d'évaluer tous les transferts de gestion qui n'ont pas encore été évalués. Et voilà en ce qui concerne le transfert de gestion. Mais actuellement aussi, il y a la politique de l'État sur la conservation de la biodiversité. Et je voulais parler du triplement de la superficie des aires protégées actuellement, qui était déjà atteint en 2015. Et on dénombre actuellement à 123 les aires protégées qui ont été instituées officiellement. Et concernant la gestion de ces aires protégées-là, à part les ONG qui ont délègué la gestion, donc il y a aussi l'implication de la communauté là-dedans. Parce que si on prend le cas des aires protégées de catégorie 5 et 6, c'est-à-dire les nouvelles catégories des aires protégées, effectivement, il y a des transferts de gestion qui sont inclus là-dedans. Pourquoi? Parce que ces nouvelles aires protégées, l'objectif c'est que il faut combiner la conservation et le développement. Pourquoi? Parce qu'avant, ce n'était pas le cas, surtout avec les aires protégées gérées par Madagascar National Park. On est surtout focalisé sur la conservation stricte. Et du coup, ça n'a pas tellement donné des résultats dans le sens de motivation de la communauté qui sont riveraines de ces aires protégées-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on a le gouvernement a adopté la révision du code de gestion des aires protégées pour permettre la mise en place de ces nouvelles aires protégées, ces nouvelles catégories des aires protégées, pour qu'il y ait vraiment cette implication de la communauté aussi dans la gestion de l'aire protégée et pour qu'il tire des avantages par rapport à ça. Voilà, en ce qui concerne la conservation de la biodiversité. Et parlons un peu du changement climatique. Actuellement, notre ministère assure la coordination de toutes les activités et les projets liés au changement climatique. C'est le rôle qui a été confié au Bureau national de coordination du changement climatique. Donc, déjà, il y a le Fonds vert pour le climat qui sont déjà fonctionnels actuellement. Et c'est le bureau de coordination qui s'occupe de la coordination de toutes les soumissions des projets qui souhaitent avoir ce financement. Je tiens à remarquer, à préciser qu'il y a déjà des sites d'intervention par rapport à ce fonds vert pour le climat. Par exemple, dans le cas du côté d'Alotromangour, il y a déjà des projets qui ont été financés et qui ont le focus surtout sur la mise en place d'un système agricole résilient face au changement climatique, qui sont déjà en bonne marche. Et il y a aussi le financement de la part du programme des Nations Unies pour l'environnement pour appuyer ce projet.
Mais du côté de Landru, il y a aussi des projets qui sont déjà opérationnels dans cette région. D'autres réalisations qui méritent d'être mentionnées, il y a aussi je ne sais pas si ça a été déjà évoqué par mon prédécesseur, mais il y a aussi l'établissement et l'adoption de la politique nationale de lutte contre les changements climatiques. Et pour sa mise en œuvre, on a le plan national d'adaptation qui avait existé avant, mais ça fait l'objet de révision, et la révision est déjà en cours actuellement. Donc, moi je pense que voilà tout ce que j'ai à dire pour l'instant, mais peut-être que dans la séance de questions-réponses, je peux donner plus de détails. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, pour cette présentation de comment vous percevez ce qui existe. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Tom Liman, qui vient de l'Union européenne. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'ai un peu de problème de voix, donc j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Tom Lemans et je suis le chef de la section développement rural, sécurité alimentaire, environnement et aide d'urgence à la délégation de l'Union européenne ici à Madagascar. Dans la présentation, je vais essayer de vous amener à travers la logique qu'on a suivie pour avoir le programme qu'on a actuellement en place à Madagascar, en terminant sur un exemple d'un outil national de financement de l'agriculture, mais qu'on pourrait aussi considérer un outil national d'agriculture, de financement en faveur du changement climatique. On en a parlé avant, un des chercheurs du CIRAD. Donc d'abord, je commence par quelques exemples, juste pour vous dire ce qu'on a fait, mais aussi pour dire que ces exemples nous ont permis de capitaliser et de tirer des leçons, d'avoir une information très riche pour pouvoir continuer la programmation en collaboration avec l'État. Deuxième chose, je parle un peu de conditions minimales et j'utilise, c'est un peu un jeu de mots, hein, peut-être un peu cheap, mais du changement non climatique. Ensuite, quelques exemples, des exemples de ce qu'on va faire, donc les prochaines années. Et enfin, je vais dire quelques mots sur le Fonds de développement agricole. Dans les actions en cours, nous avons d'abord un programme qui est directement lié au changement climatique au sein du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts. Et le programme vise surtout à faire mieux comprendre ce que c'est le changement climatique. Ce n'est pas évident. Et donc c'est un programme qui vise des formations, qui travaille avec des services nationaux, avec des services régionaux, mais aussi au niveau des communes. Et par exemple, pour travailler sur les SAC, les schémas d'aménagement communaux, mais avec une dimension changement climatique. Donc c'est un programme, je dirais, c'est un peu exagéré, mais pédagogique surtout pour bien comprendre au niveau des décideurs, au niveau national et au niveau des régions, ce que c'est vraiment le changement climatique et les implications. Et puis il y a un volet important qui est un travail avec l'ONE, l'Office national de l'environnement, pour adapter leur tableau de bord existant, tableau de bord de l'environnement, le TBE, en y ajoutant la dimension changement climatique. Donc c'est un peu de quantification de tout ce qui se passe à Madagascar. Deuxième exemple, c'est un programme qui se trouve dans les régions Analamang-Itache. C'est un programme à la fois de reboisement, mais de reboisement, pas pour le reboisement, pour la séquestration de carbone, mais en tant que filière, c'est-à-dire pour vendre le bois, pour faire du charbon de bois,
vendre du charbon de bois, mais aussi produire du charbon de bois avec des méthodes qui donnent un rendement un peu plus élevé. Les rendements sont très bas maintenant, donc c'est à la fois on lie donc le reboisement à la génération de revenus. Il y a des filières maraîchères, filières poulet, gaz. Je parle des filières parce que ce n'est pas uniquement de produire des tomates ou de produire des choux, c'est vraiment de produire des tomates et des choux en suivant des recettes, par exemple, agroécologiques, en essayant de réduire les pertes post-récolte, en travaillant sur le sol, en travaillant sur la commercialisation des produits pour avoir un meilleur revenu pour les petits producteurs. Il y a un volet foncier, j'insiste, parce que plusieurs intervenants du CIRAD en ont parlé. C'est un volet très important aussi, parce que le reboisement va de pair avec la sécurisation des parcelles à reboiser. Les gens ne vont pas faire du reboisement ou ne vont pas faire de l'agroforesterie si la parcelle ne leur appartient pas. C'est aussi simple que ça. Et donc il y a un volet foncier important. On a travaillé sur un projet sucre. Monsieur le secrétaire général a parlé de l'irrigation. En fait, on a remis, je dirais, de l'eau dans le périmètre irrigué de la basse Mahavad, donc en Bilobé, le grand périmètre, 19 000 hectares. Une bonne partie de ce périmètre n'était plus irrigué parce que les canaux n'étaient pas entretenus, parce que les systèmes étaient tombés en désuétude. Et donc là, on a remis techniquement de l'eau dans beaucoup de canaux. Des gens qui n'avaient pas vu de l'eau depuis 10 ans ont revu de l'eau. Donc ça donne aussi lieu à améliorer la production, la productivité, toujours en y injectant de nouvelles techniques, des innovations, nouvelles semences par exemple. Un autre élément qui est important de cette gestion, c'est la gestion du périmètre. C'est plus facile presque d'installer un système de vannes, mais de gérer ces vannes, c'est très compliqué, parce que ça implique des milliers de gens, et tout le monde doit se sentir responsable de ça. C'est difficile de faire payer les gens quand ils ne payaient pas, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est le soft qui est le plus problématique. On a un projet Azara qui se trouve dans le sud, l'Androuille Anous Atsimo-Atsinam, et qui vise la sécurité alimentaire et de nutrition, et toute l'adaptation, je dirais, du programme ou des techniques agricoles, gestion de l'eau, gestion du sol, perte post-récolte et tout ça. De nouveau, ce n'est pas un programme qui a été défini comme un programme dans le cadre du changement climatique, mais en fait c'est un programme qui fait ça, qui aide les petits agriculteurs à faire face aux défis naturels de cette région. Et enfin, juste pour un exemple d'une petite opération, mais qui est importante, c'est au niveau local, c'est Souamaman, la fameuse mine d'or. En fait, c'était au plein dans un projet financé par l'Union européenne de protection et de gestion de la forêt tapia. Voilà, ça c'est le passé. Quand je parle de... Donc voilà, le passé nous a enrichi, nous a donné plein d'idées, mais il y a quand même quelques fondamentaux qu'il faut garder en tête. Je dirais, de façon provocateur un peu, le changement climatique, on ne le maîtrise pas, mais le changement non climatique, on le maîtrise. Je veux dire par cela que les problèmes qu'on rencontre à Madagascar sont certes exacerbés par le changement climatique, mais la plupart des problèmes sont des problèmes structurels qui sont là depuis des décennies. La malnutrition, l'insécurité alimentaire, l'utilisation les pertes post-récolte. On parlait de riz. On nous dit qu'il y a 4 millions de tonnes de riz produits annuellement à Madagascar. Et les estimations de gens comme Fofifa, donc je veux dire de gens qui connaissent bien leur métier, disent entre 15 et 20% est perdu. On parle de 800 000 tonnes de riz qui est perdu. Donc on importe du riz, parce qu'on n'est pas en mesure de protéger notre riz qui vient des terres malgaches. Donc il y a des problèmes structurels qu'on doit surmonter, et donc c'est pour ça que je fais rapidement une liste. Il faut une vision à long terme. Il faut une vision sur 10, 20, 30 ans, voire 50 ans. Il faut une continuité de cette vision. Il ne faut pas arrêter après 4 ans, après 5 ans. Je sais que les bailleurs, ils aiment bien, je ne parle pas pour ma maison, hein, mais les bailleurs introduisent souvent des modèles théoriques. On va tester ça, on va tester ça. 5 ans plus tard, on abandonne. On va recommencer quelque chose ailleurs. Et donc, il faut quand même...
Il faut être conscient que aussi on alimente cette discontinuité des politiques. Et il faut une continuité des politiques. Deuxième chose, quelqu'un l'a dit, c'est bien de parler sur 30 ans, il faut des résultats aujourd'hui. Les gens ont faim aujourd'hui, les gens veulent des changements aujourd'hui. Donc il faut combiner cette vision avec des résultats immédiats. Et là je parle du modèle Life Proder qui est poussé par nos collègues de la JICA et qui est un modèle qui donne des résultats rapides, de reboisement, de création de revenus en impliquant les communautés de base. Et c'est extrêmement intéressant de voir ce qui se passe dans ce modèle. Il faut une approche intégrée. On parle dans nos projets avant, on avait par exemple l'eau et l'assainissement et l'hygiène séparés de sécurité alimentaire. On veut intégrer tout ça. On veut intégrer la protection du sol. On veut intégrer la lutte anti-érosive dans notre approche. Donc on a une approche intégrée qui est beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre. Mais si on ne le fait pas, il y a toujours, comme dans une voiture, il y a une roue qui manque si on ne le fait pas. Il faut une flexibilité et adaptabilité, c'est-à-dire on se projette à long terme, il faut être prêt aussi à être flexible. De nouveau, les bailleurs ne sont pas nécessairement, on se lance sur 5 ans, on ne veut pas changer parce que c'est ça. Mais voilà, le GPS nous donne la direction lointaine, mais il faut quand même être prêt à s'adapter, à être flexible, ce qui n'est pas toujours facile avec des contrats, modalités, procédures. Certains d'entre vous connaissent certainement. Et enfin, il faut éviter de réinventer la roue. Moi, ça fait 4 ans que je suis à Madagascar, je plonge parfois dans des anciens dossiers à la délégation, et je vois qu'un de mes collègues, il y a 15 ans, fait la même chose qu'on fait aujourd'hui. Et pourquoi ça n'a pas marché? Donc il faut mieux tirer les leçons, capitaliser mieux de tout ce qui s'est passé. Autre élément de ce grand édifice, c'est l'autorité de l'État. Et par exemple, la sécurité, c'est indispensable. C'est la qualité des services publics. On parle de gouvernance, pour moi, c'est délivrer de bons services publics au niveau du Fukuntan. C'est là où ça commence. Le foncier et l'accès à la terre, on en a parlé déjà, c'est indispensable. Et puis l'intersectorialité, M. Léger en a parlé, l'intersectorialité nous insiste beaucoup, et ça part de la macroéconomie, c'est-à-dire de la politique fiscale jusqu'à la politique de l'eau ou la politique des mines. Ça ne sert à rien de protéger nos forêts quand on ouvre le cadastre minier à aller creuser dans les forêts, n'est-ce pas? Même chose pour la politique. Il faut une politique, à mon avis, énergie durable, sinon voilà. C'est contraire aux engagements qu'on prend si on pousse l'énergie à base de pétrole. Et enfin, la coordination des PTF, pas une mince affaire non plus. Pour les objectifs stratégiques, on en a, disons, 2. Moi, j'insiste toujours sur l'accélération de l'augmentation du niveau et de la qualité de vie. L'accélération. Ce n'est pas uniquement l'augmentation, il faut accélérer. Le coefficient de Gini doit s'améliorer à Madagascar. Il faut une redistribution plus équitable et on ne peut le faire qu'en accélérant là où il y a la plupart des gens, c'est-à-dire 70% de la population qui vit de la terre. Il faut accélérer le revenu et de 2, il faut renforcer les capacités des ménages de trouver des réponses aux risques. La fameuse résilience. Là, de nouveau, peut-être je suis un peu iconoclaste, je ne sais pas, mais quand il y a un pays où les gens savent ce que c'est la résilience, c'est bien à Madagascar. Dans le sud, les gens savent ce que c'est la résilience. Les gens s'adaptent continuellement. Ce qu'il faut, à mon avis, comme élément qui différencie ce qui est fait, c'est vraiment il y a plein d'innovations qui se font à Madagascar, à un niveau, une échelle très réduite. Mais les gens réinventent. On voit des jeunes agriculteurs qui utilisent des techniques qu'on utilisait il y a 60 ans. C'est pas normal. Il faut de nouvelles techniques, il faut s'adapter. Le SG aussi l'a dit. Donc la résilience, oui, mais il faut vraiment mettre à échelle des choses pour que les gens passent à un stade supérieur. Dans nos nouveaux programmes, nous on vise l'agriculture familiale et le développement intégré, et j'insiste sur l'agriculture familiale parce qu'il y a aussi des courants qui disent qu'il faut cette grosse machine d'exportation, une agriculture tirée par l'exportation. Oui, mais on est à Madagascar ici. On doit d'abord travailler avec l'agriculture familiale, à notre avis. Mais l'agriculture familiale qui peut passer par les chaînes de valeur, effectivement. Les chaînes de valeur donnent, par la définition même, production, post-récolte, transformation et ainsi de suite. Ça crée de la valeur ajoutée. Il faut capter cette valeur ajoutée ici à Madagascar en utilisant
ce qu'il y a comme secteur privé. Les petites PME transformatrices, on va à Fiermada ou à la foire il y a 2 semaines, la grande foire agricole. Il faut voir la diversité de produits qu'il y a à Madagascar par des petits producteurs. Il y a de la valeur ajoutée qui est créée, sauf que c'est à une petite échelle, donc il faut trouver des locomotives qui sont un peu plus importantes, mais qui sont malgaches, qui créent cette valeur ajoutée. Et pour nous, les chaînes de valeur, c'est un concept qui vraiment tient la route. Le genre, le genre, on en a parlé, quelqu'un a posé des questions, je pense tout à l'heure. Il faut parler du genre, pas parce qu'il faut parler du genre, pas parce que les femmes sont là, non, il faut parce que les femmes sont productrices, les femmes sont souvent porteurs d'innovation, parce que les motivations des femmes sont différentes des motivations des hommes. Et donc le genre, pour nous en tout cas, à l'Union européenne, c'est un élément qui n'est pas juste du lip service, juste du blabla. C'est vraiment quelque chose auquel on veut faire attention. Surtout à Madagascar, par exemple, le foncier, l'accès au foncier des femmes, ça dépend beaucoup des régions. Dans certaines régions, les femmes sont totalement exclues du foncier. On ne va pas essayer de changer la mentalité des hommes comme ça, en imposant quelque chose, parce que sinon les hommes vont braquer sur la position. Il faut trouver des approches un peu plus intelligentes pour prendre à bord les hommes, pour que les hommes aussi considèrent que le genre, que c'est quelque chose d'utile. Et enfin, on vise, dans notre programme, vous allez voir, on vise plusieurs niveaux. Le niveau macro, c'est-à-dire institutionnel, des grandes politiques, le niveau méso, les organisations fêtières, les organisations paysannes, les chambres de commerce, et 3, bien sûr, au niveau micro, c'est la production vraiment. On a parlé de la FAF Sud, mais on a, disons, dans notre approche, on a un grand programme qui se situe, les RINDRA, au niveau institutionnel. On va travailler avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, de la Pêche et de l'Environnement dans certains domaines. Par exemple, la Direction générale de l'élevage, sur les épizooties, sur les maladies des animaux. On va travailler avec la Direction de protection des végétaux, sur tout ce qui est phytosanitaire. On va travailler probablement sur la loi alimentaire qui est en préparation. On va travailler avec le ministère sur les semences. Il faut un cadre semencier digne de son nom à Madagascar. Il y a des travaux qui sont en cours et donc nous on va appuyer. Ça c'est au niveau institutionnel. On met le cadre, l'environnement général est là. Bien sûr, il faut donner les ministères aussi la capacité de mettre en œuvre tout ça. On a beaucoup de lois à Madagascar, il faut les mettre en œuvre. Et donc le ministère doit être doté d'un mécanisme pour suivre ces attributions. Donc à la fois un système d'évaluation et éventuellement des statistiques. On en a parlé aussi. La contrepartie de l'INDRA qui se trouve à Dana, les grandes discussions, les grands débats, c'est dans les régions. C'est à FAF Nord, et là on va appuyer ce qu'on dit l'économie réelle. C'est-à-dire on va travailler, le ministère nous a demandé à l'appuyer sur le riz, la filière risicole, sur le bovin, sur le caprin. On va travailler aussi sur le girofle. Mais là, je reviens, on a eu une discussion avec nos collègues de CIRAD. Girofle, pas uniquement pour produire l'huile essentielle, parce que girofle est en fait extrêmement destructrice, la filière destructrice des forêts, des arbres et tout ça. La production de huile, elle est utilisateur, consommateur de bois, mais c'est phénoménal. Et donc il faut quelque part assainir cette filière très importante pour Madagascar, à la fois avec des techniques, avec des approches, en travaillant avec des producteurs et tout ça. Il y a beaucoup dans la FAF Nord aussi une approche chaîne de valeur, comme je disais, mais chaîne de valeur plutôt commerciale, comme je disais, on va pousser le petit agriculteur. Pour nous, il y a bon, c'est un peu schématisant, hein, mais il y a les petits agriculteurs qui sont vraiment extrêmement vulnérables. Il y a les petits agriculteurs qui sont vulnérables, mais moins vulnérables, et qui ont des aspirations, quelque part, à se professionnaliser comme agriculteurs. Et donc, c'est ce public-là qui est un public cible aussi pour des chaînes de valeur. Donc, on distingue un peu des populations différentes, mais on réserve donc une place importante pour ces agriculteurs. Enfin, c'est intégré. Pourquoi? Parce qu'il y a partout tout ce qui est reboisement, lutte anti-érosive, protection des sols, meilleure utilisation de l'eau, fait partie intégrante de ce qu'on va
faire, mettre en œuvre avec les directions régionales, avec les communes, et bien entendu sur l'orientation stratégique du ministère. Enfin, dans RIDRA, j'ai parlé qu'il y a un instrument de financement agricole. En fait, c'est un outil national que le gouvernement a mis en place depuis maintenant à peu près 1 an, dont la mission est le financement agricole, mais au niveau des régions. Le FDA est un instrument national, mais qui se décline dans les 22 régions via les fonds de développement agricole régionaux. Ce qui est important, c'est donc qu'il y a un réseau local, il y a des comités locaux, il y a des prises de décision dans des comités paritaires, c'est important. C'est vraiment les organisations intermédiaires, le secteur privé et les agriculteurs ou leurs représentants font partie du bureau de décision sur l'allocation du financement. Et qu'est-ce qu'on peut financer? Pourquoi j'ai mis ça dans le slide? Parce que le FDA, en fait, on peut donner il y a le gouvernement, d'abord, un autre élément, j'ai oublié, c'est le financement à la demande. Donc c'est une demande qui vient du bas. C'est pas du haut, c'est vient du bas. Mais cette demande, il faut la structurer. Et donc les demandes, par exemple, qui recevront une priorité, c'est ces demandes justement qui sont, par exemple, respectueux de l'agriculture climato-intelligente. Tout ce qui est agroécologie, s'il y a des demandes, oui. Si c'est des demandes qui sont, après évaluation, qui sont pas très saines côté changement climatique, ben, ils ne seront pas repris. Donc c'est un moyen de faire le tri. C'est aussi un moyen de dire aux organisations des paysans, voilà le type de projet que vous pouvez soumettre. Il y a aussi des projets de formation, par exemple, ou des projets de recherche. Et c'est ça qu'on va financer. Des projets de reboisement autour des aires protégées, mais qui ont une composante de création de revenus pour les agriculteurs qui, avant, bénéficiaient de la forêt. Ce sont des actions qui sont vraiment que le FDA pourra financer. Donc le FDA, c'est un élément, un instrument important au niveau national parce qu'il permet de guider, de traduire cette politique, cette grande politique, dans une action concrète à la demande du petit agriculteur, au forestier, au pêcheur. Voilà, donc pour nous, on va financer et on va contribuer. On fait de la publicité aussi pour cet instrument au niveau des autres bailleurs, parce qu'il faut abonder, c'est pas gratuit. Je reviens sur un commentaire sur la politique fiscale. Subvention de l'agriculture, en tant qu'Européen, je sais ce que c'est indispensable. Et c'est un moyen de subvention de cette agriculture, mais avec un mécanisme un peu plus réfléchi auquel nous croyons. Voilà, quelques liens utiles sur Azara. Il y a vraiment des très très chouettes choses qui se font dans Aza, donc autour de Anaramang Gitash, le programme page et puis le tableau de bord ONE. Voilà, j'espère que je n'ai pas abusé de mon temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Et nous allons tout de suite donc donner la parole à M. Benjamin Garneau pour qu'il puisse donner aussi ses impressions par rapport à ça. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci. Moi, je pense qu'il a un peu abusé de son temps. Hein. Je rigole. Bon, enchanté, moi je m'appelle Benjamin Garneau. Je suis à la Banque mondiale ici à Madagascar depuis janvier de cette année. Et je suis en charge des programmes environnement et ressources naturelles. Donc, on m'avait demandé un peu de faire une présentation sur la situation du développement durable ici, du développement rural ici à Madagascar, en particulier dans le contexte du changement climatique, et aussi avec un angle sur les relations qui peuvent exister entre l'ESA et la recherche en général à Madagascar sur ces sujets-là, et les décideurs. Alors moi je prétends pas être un décideur, hein. Les décideurs ils sont à côté de moi. Moi je suis plutôt des fois un bailleur des décideurs. Donc moi j'ai plutôt un profil environnemental plutôt qu'un profil de développement rural. Mais en matière de développement rural à Madagascar, évidemment, le premier aspect, c'est que c'est une des principales voies de développement tout court de Madagascar, dans le sens où 80% de la population vit en milieu rural, et à peu près la même quantité tire son activité ou ses revenus de l'agriculture, et de la pêche et de l'élevage.
Et surtout, d'un point de vue un peu plus régional, Madagascar a le potentiel, on le dit souvent, d'être le grenier de l'océan Indien. Une fois qu'on a dit ça, on voit que malheureusement, le développement rural à Madagascar ne remplit pas toutes ses promesses, et que beaucoup d'indicateurs sont dans le rouge, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau du développement rural. Au niveau national, on voit que Madagascar est un des rares pays dans lesquels le niveau de richesse diminue progressivement depuis déjà 1960. Et c'est en particulier vrai dans le milieu rural où il y a 2 fois plus de pauvreté qu'en milieu urbain. C'est aussi des très faibles niveaux de productivité en milieu rural, avec là aussi une baisse continue de la valeur ajoutée par habitant dans l'agriculture, qui a baissé en moyenne de 1% par an, je crois, depuis 1960. Il y a beaucoup de causes à ça. Une des causes, c'est un cercle vicieux entre faible productivité, déforestation, dégradation des sols. Et c'est une des portes d'entrée pour l'approche paysage qu'on essaie de développer avec le gouvernement ici. Une fois qu'on a dit ça, du coup, ça pose un peu la question du changement climatique, hein, un peu pour rebondir à ce que Tom disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se focaliser sur le changement climatique. Il y a avant tout un enjeu de développement, mais quand même, malheureusement, et c'est aussi peut-être une des causes de la situation du développement rural ici à Madagascar, c'est que Madagascar est déjà un des pays les plus exposés au monde aux risques climatiques. On compte en moyenne 3 événements climatiques majeurs par an, que ce soit cyclone, inondation ou sécheresse, ce qui est relativement exceptionnel. Et c'est donc on analyse ça comme un des facteurs de la pauvreté persistante ici à Madagascar. En matière d'impact attendu du changement climatique, comme Jérôme l'a expliqué plus tôt dans l'après-midi, c'est encore très incertain. On estime qu'il y aura peut-être un peu moins de cyclones, mais avec une plus grande intensité. On estime qu'il y aura aussi des sécheresses plus fréquentes et éventuellement des pluies intenses, des événements de pluie intenses un peu plus fréquents. Mais l'idée globale, c'est qu'il y a une grande incertitude liée à ça et qu'il sera difficile de s'adapter à des phénomènes qu'on ne connaît pas encore. Mais surtout, je pense que je voudrais insister sur le fait que le changement climatique, même si c'est quelque chose qui est à la mode, en particulier au niveau des arènes internationales et des bailleurs ici à Madagascar, il ne faut pas non plus focaliser le développement rural dessus. Déjà, il y a d'autres changements qui vont intervenir à Madagascar. On pense entre autres à la croissance de la population, qui s'est multipliée par 4 depuis 1960 et dont, disons, les scénarios les plus conservateurs estiment qu'elle doublera d'ici 2050, c'est dans 30 ans. Et aussi, c'est une espèce de récurrence des crises économiques et politiques qui ont un rôle, ou en tout cas qui ont un impact sur le développement rural. Tout ça pour dire que c'est vraiment l'ensemble de ces risques, qu'ils soient climatiques, économiques, politiques, et aussi l'impact de la croissance de la population, et j'en oublie sûrement, hein, qui vont rendre plus difficile encore le développement rural, qui encore une fois pourrait être un moteur du développement global de Madagascar et aussi un moteur pour la région. Donc dans ce contexte-là, développement durable et changement climatique, pour moi personnellement le gros mot c'est résilience. On l'a vu toute la journée, on en a envie encore d'en parler. C'est même un des piliers du programme national de développement, je crois que c'est le 5e qui s'intitule Valorisation du capital naturel et renforcement de la résilience face aux catastrophes naturelles. Un des aspects de la résilience, c'est un peu comme les impacts du changement climatique, c'est que c'est assez incertain dans le sens où on voit à peu près ce que c'est, qu'il existe des définitions internationales, mais je pense que là c'est une de mes premières idées de travail d'une école comme l'agro, c'est vraiment essayer de définir qu'est-ce que veut dire la résilience au niveau des différents contextes à Madagascar. Au niveau international, je crois que la résilience elle est définie comme la capacité d'un système socio-économico-écologique à absorber les chocs et maintenir les fonctions qu'il remplit, d'une part, et aussi à se reconfigurer ou s'adapter pour adopter un mode de fonctionnement plus désirable et plus durable. Mais en pratique, une fois qu'on a dit ça, on a du mal vraiment à utiliser ça pour concevoir des interventions ou réfléchir à comment est-ce qu'on peut travailler à Madagascar. Et donc je pense que c'est là où il est très intéressant pour une école comme l'agro, et plus globalement pour l'université de Tana, parce que ça fait aussi appel à des domaines qui sont différents, que ce soit la sociologie, l'anthropologie ou l'économie,
à comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire dans les contextes malgaches. Donc c'est l'importance de comprendre les systèmes locaux pour en analyser, en extraire les facteurs de résilience, et les renforcer, les dupliquer, les adapter ailleurs. Aussi comprendre par exemple qu'est-ce qui est des interventions nationales qui peuvent stimuler cette résilience. Ça peut être la diversification économique, ça peut être la décentralisation et la déconcentration. Ça peut aussi être un travail sur le foncier, comme Tom l'a dit plus tôt. Et pour revenir un peu vers les questions environnementales, on entend souvent parler, disons le lien entre environnement et développement rural, c'est souvent qu'une réserve de biodiversité saine, qu'elle soit dans une forêt ou dans un parc national ou autre, c'est un atout pour la résilience des communautés qui vivent autour. Mais c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'il faut tester sur le terrain. On a vu ce matin, il y a déjà des travaux sur les services écosystémiques rendus par des écosystèmes, par des forêts dans certains endroits. Et je pense qu'il faut essayer aussi de comprendre comment est-ce que cet environnement sain ou cette biodiversité contribue ou non à la résilience des systèmes concernés dans différents contextes à Madagascar. Et enfin, un des derniers aspects aussi de résilience sur lequel je pense que Madagascar est relativement en pointe, c'est la gestion communautaire, que ce soit des forêts, des pêches. Même si tout ne marche pas tout à fait ici, il y a justement beaucoup de travail à faire sur comprendre pourquoi est-ce que les gestions déléguées fonctionnent dans certains cas, ne fonctionnent pas dans d'autres. Et comment faire pour passer à l'échelle, comme on dit en anglais, c'est-à-dire dupliquer ça sur l'ensemble du territoire de Madagascar. Et enfin, je voulais aborder rapidement l'approche paysage, surtout d'un point de vue de la résilience. Je pense qu'on en a parlé beaucoup cet après-midi, donc je vais aller très très vite, juste pour expliquer que du point de vue de la Banque mondiale, l'approche paysage, c'est un changement de paradigme par rapport à nos interventions passées qui avaient tendance à être monosectorielles et souvent peu pertinentes. Bon, c'est toujours plus facile à le dire après. Et on se rend compte que ça répond à des enjeux spécifiques qui sont érosion, dégradation des sols, déforestation, sédimentation des canaux d'irrigation, etc. Et donc là, en gros, pour faire très 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 simple, l'approche paysage, c'est ce qui est encore une fois de landscape en anglais, qui est à la fois un mix de paysage et territoire. C'est donc d'adopter une approche multisectorielle, multi-acteurs, intégrée, etc. au niveau d'un territoire défini. Et aussi d'avoir une planification de l'engagement ou du développement sur ce territoire-là, qui intègre tous ces acteurs. Donc nous, on appuie le gouvernement de Madagascar à travers le ministère en charge de l'agriculture, le ministère en charge de l'environnement et le ministère en charge de l'eau, pour piloter un peu cette approche paysage à travers le projet PADAP, dont on a parlé avant. Le projet PADAP, c'est un peu plus de 100 millions de dollars en collaboration avec l'Agence française de développement aussi, qui finance une partie, ainsi que le Fonds pour l'environnement mondial, et qui vient de commencer tout juste là, et qui va durer 5 ans. Et le projet PADAP a été créé par le gouvernement de Madagascar et la Banque mondiale, avant que j'arrive, comme une succession de phases. Et donc je pense que là aussi c'est un autre enjeu éventuellement de travail avec l'ESA et l'université de Tana, c'est d'analyser les interventions qui vont être faites sur ces 5 paysages pour à la fois les améliorer sur l'instant, mais aussi pour en tirer toutes les leçons possibles quand viendra le temps de la préparation de la deuxième phase. Et sachant que deuxième phase, ça veut aussi dire, si possible, encore une fois, réplication dans beaucoup d'autres paysages. Mais pour revenir un peu sur l'approche paysage, c'est aussi encore une fois, on fait un peu le raccourci que l'approche paysage, ça va dans le sens d'une plus grande résilience. Mais je pense qu'il y a aussi un besoin d'essayer de mieux comprendre ça. Qu'est-ce qui, dans l'approche paysage, permet d'augmenter la résilience d'un territoire, des populations qui y vivent, et aussi qu'est-ce qui, dans l'approche paysage telle qu'elle est mise en œuvre actuellement par le gouvernement de Madagascar, en fait, peut bloquer la résilience ou la freiner ou l'empêcher, etc. Comme on l'a vu plus tôt dans les différentes présentations, donc du point de vue de la Banque mondiale, les 5 paysages, j'ai ma petite anti-sèche là parce que je ne me rappelle jamais, c'est Andap dans la région Sava, Yazafou dans la région Analandirouf. Après il y a un paysage qui s'appelle Swaneran Ivongo, aussi dans la région Analandirouf.
Bealam dans la région Sofia et Marboaï dans la région Bouini. Et je pense qu'il serait aussi très très intéressant pour le gouvernement et pour la Banque mondiale et pour l'AFD d'avoir une meilleure compréhension, une compréhension plus fine de ce qui se passe dans des interactions dans ces différents paysages, un peu comme Vanessa tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment comprendre à la fois très bien avoir une cartographie des usages des sols, mais aussi comprendre les interactions sociales qui existent soit entre ces différents usages des sols, soit avec les institutions existantes, etc. En gros, voilà. Pour conclure sur une note plus générale, je pense que, bon, moi déjà, merci beaucoup de m'avoir invité ici. C'est, je crois, la première fois que je sors de mon bureau pour faire quelque chose, pour avoir vraiment quelque chose d'aussi intéressant et stimulant d'un point de vue intellectuel. Ça fait que 9 mois que je suis à Madagascar, mais ça fait quand même 9 mois, donc c'est bien. J'espère que ça arrivera souvent. Ouais. Et je pense qu'on a beaucoup de besoins en tant que bailleur, mais aussi ce sera la même chose pour les décideurs, d'avoir des interactions plus fréquentes, de comprendre quelle est la recherche qui se passe. Allez, ça, j'ai appris tout à l'heure qu'il y avait une newsletter ou un magazine qui sortait fréquemment. Je pense que ça vaudrait le coup de l'envoyer, je peux vous donner mon adresse postale, et de l'envoyer à la Banque mondiale et aux autres bailleurs. Et aussi, on peut réfléchir à organiser des petites sessions, par exemple le midi à la Banque mondiale ou chez d'autres bailleurs, où des chercheurs viennent présenter des résultats sur certains points. Je pense que ça nous intéressera beaucoup, mais vraiment beaucoup. Parce sinon, on est trop dans un... On a toujours beaucoup de pression interne pour faire des choses, souvent très, très, très fastidieuses, mais toujours prioritaires. Et du coup, on ne prend pas le temps de s'intéresser à ce qui se passe dans la recherche autour. On a tendance à lire ce qui est le plus facile ou le plus accessible immédiatement. Ça va être par exemple les choses qui sont circulées ou que des collègues nous envoient. Et donc pour nous, ce serait vraiment très utile si vous pourriez intégrer ces circulaires et nous envoyer des papiers qui viennent d'être publiés ou organiser des petites sessions comme ça en anglais on appelle ça des brown bag lunch, c'est-à-dire des déjeuners où on discute un peu d'un sujet technique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je crois qu'on va quand même donner la parole à l'assistance. S'il y a quelques-uns qui ont des questions à poser, des commentaires. On a largement dépassé le temps, mais je pense que c'était nécessaire. Merci beaucoup. C'était informatif. Oui. Merci beaucoup pour les panélistes et pour ce partage de formation. Moi, je vais intervenir juste en complémentarité de ce qu'a dit les panélistes. Je me permets de partager quelques informations en tant que responsable du Bureau national de coordination des changements climatiques. Je viens compléter les informations que Monsieur le secrétaire général a dit tout à l'heure. Donc là, on parle de développement rural face au changement climatique. Qu'est-ce que l'État fait? Quel est le programme pays? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qui mérite de savoir que partager avec nous tous présents ici? Tout d'abord, en premier lieu, c'est que sachez que l'agriculture et les forêts, qui sont des secteurs, si on parle de développement rural, ce sont les secteurs les plus concernés, je pense. Et agriculture et forêt, ça fait partie des secteurs prioritaires donc pour le programme pays de Madagascar pour l'année 2016 à 2030. Programme pays qui vise vraiment à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc, il y a ça. Et après, donc, par rapport à la mise en œuvre du DINA Pyrénées, il y a DINA Vivant en complémentarité de ce que monsieur le GBMP a dit, nous, au sein du BNCCC, au ministère de l'Environnement, quelle est notre contribution là? On fait vraiment, on déploie donc une stratégie de communication vraiment pour arriver à l'objectif de cette DINA Pyrénéenne, stratégie de communication pour un changement de comportement, donc maximum de changement de comportement à tous les niveaux, et qui vise aussi donc la responsabilité de tous les acteurs à tous les niveaux et à tous les secteurs, et aussi développement des outils pour la prise de responsabilité et le renforcement de partenariats pour tous les acteurs pour vraiment contribuer à l'atteinte de ce DINA Pyrénées et DINA Vivant Change. Troisièmement, il y a aussi actuellement, on fait quoi? Il y a plusieurs programmes de renforcement de capacité qu'on met en œuvre avec les partenaires là au niveau national.
programme de renforcement de capacité, il y a aussi programme de partage d'informations pour tout le monde, donc que ce soit là, on travaille vraiment à tous les niveaux, au niveau des décideurs, notamment le Parlement, les députés, les sénateurs. Là, on intervient aux deux sessions parlementaires, donc de partager les informations à eux, qu'est-ce qui se passe au niveau international, quelles sont les décisions prises, parce que le changement climatique, ça rime avec les négociations internationales, donc il faut que ça évolue. Les dernières informations, il y a un mois, c'est fort probable que ça va évoluer dans les mois qui viennent. Il faut que c'est notre rôle de partager ces informations décideurs pour vraiment donc pour les aider, pour orienter donc leurs décisions, prendre en compte des volets changement climatique. Et on travaille aussi partage d'informations à tous les ministères. L'idée, c'est l'intégration des changements climatiques dans ces politiques et stratégies sectorielles, parce qu'une fois intégré dans les documents stratégiques nationaux, donc c'est facile, si ce n'est pas intégré dans les priorités nationales, dans les politiques de l'agriculture, santé, si ce n'est pas intégré, c'est compliqué de la mise en œuvre, c'est compliqué. Donc cette intégration fait partie de notre priorité, de notre programme, pour faciliter donc la déclinaison en projet, programme, mise en œuvre, surtout pour la requête de financement. Il y a aussi, on travaille aussi avec les différents secteurs, ONG, secteur privé, et école, université. Pour l'école, entre le ministère, nous, on travaille là avec le ministère de l'Éducation nationale pour une intégration du volet changement climatique. Là, on commence au niveau primaire. Donc, c'est pour cette année scolaire, c'est les écoles primaires qui ont T4 et T2 qui sont visées donc, au début pour cette année. Donc voilà, il y a aussi donc la mobilisation de tous les acteurs pour développer des initiatives de lutte contre le changement climatique. Nous, notre rôle, c'est d'apporter des orientations. Ce n'est pas à nous la mise en œuvre, c'est à tout le monde, à chaque secteur concerné qui est sur la mise en œuvre. Mais notre rôle, c'est de donner des orientations. Voilà, orientation, que ce soit en besoin, quels sont les besoins de Madagascar en termes d'adaptation au changement climatique. C'est notre rôle de coordonner, de déterminer tout ça. Et après, c'est notre rôle aussi de fournir des orientations, que ce soit pour la requête de financement ou pour toutes les positions. Ça, c'est notre rôle. Donc, voilà un peu ce qu'on fait là au niveau du Bureau national de coordination du changement climatique. Je vous remercie beaucoup. Merci. D'autres questions? Oui, il y a deux questions là. Madame, d'abord. Département de recherche forestière, mais je ne parle pas en tant que FOFIPA, je parle en tant que simple citoyenne. La question que je pose, c'est toujours partout, on dit que la productivité est très faible à Madagascar, dans tous les secteurs, donc agricole, élevage, etc. C'est d'accord, la productivité est très faible, mais il y a la qualité. Il y a la qualité que les paysans connaissent d'ailleurs, la raison pour laquelle ils ont souvent refusé des nouvelles variétés. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de miser sur la qualité et de chercher des marchés, des niches pour le commerce extérieur et aussi pour l'alimentation de la population? Il n'y a pas que le riz, il y a beaucoup d'autres choses que nous négligeons. Il y a les tubercules que nous considérons comme de la nourriture de pauvres. Donc, il n'y a que les pauvres qui les mangent, mais c'est quand même de la nourriture très riche. Et donc, ils pensent qu'ils sont punis parce qu'ils mangent de la nourriture méprisée, alors que c'est une nourriture riche. Donc, il y a une meilleure connaissance à avoir en matière alimentaire. Il y a beaucoup de richesses que nous avons et que la population ne connaît pas. Quand nous étions enfants, on a trouvé de l'amande dans le jardin de notre grand-mère. Et on nous a interdit d'en manger parce qu'il paraît que c'était du poison. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je crois qu'il ne faut peut-être pas toujours se focaliser sur cette question de quantité et vouloir concurrencer les gens qui sont déjà partis très loin, mais voir plutôt au niveau de qualité. D'ailleurs, les crevetiers ils montrent l'exemple. D'ailleurs, ils ont fait une très bonne réussite en misant sur ce point. Merci. La question d'abord et puis on va... Oui. Merci. Je suis sur la situation de l'ESA Agro.
Encore une fois, merci à tous les intervenants pour avoir partagé ces différents points très intéressants et vraiment instructifs. Quand j'ai entendu les deux décideurs tout à l'heure, tout est là, il y a la volonté politique, il y a des stratégies, il y a des politiques sectorielles, tout est là. Mais en réalité, Madagascar a toujours un problème d'insécurité alimentaire. Les ressources naturelles, les ressources forestières continuent à se dégrader. Merci à la présentation de M. Tom Liman de l'Union européenne par rapport à ces conditions minimales. Ce n'est pas une chose nouvelle, on a déjà appris ces différents points depuis quelques années, mais jusqu'à maintenant, c'est toujours le même problème. Donc, ma question s'adresse à nos deux décideurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est toujours là? Et qui devrait faire quoi et comment? Merci. Ce n'est pas une colle, mais ça y ressemble quand même. Je voulais. Oui, j'ai oublié de me présenter, Ramanda Rivliva, secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Forêts. Merci pour la question. La dernière question. Oui. Oui, vous avez parfaitement raison en disant qu'il y a tout à Madagascar, mais comment se fait-il qu'on est toujours comme ça? En fait, d'après ma compréhension, hein, le problème actuel, c'est surtout l'harmonisation intersectorielle. C'est ça qui nous bloque là actuellement, parce qu'il n'y a pas tellement des échanges entre les différents secteurs, alors que dans la pratique, toutes les activités s'empiètent. Donc, la conséquence, c'est qu'on ne peut pas assurer la sécurité alimentaire, si ça continue toujours comme ça. Mais toujours est-il qu'actuellement, on est en train de redresser la situation et comme disait mon prédécesseur, il y a déjà, par exemple, dans le cadre du projet BADAP, il y a déjà cet aspect intersectoriel qu'on essaie de mettre en place parce que il faut, si on veut vraiment un développement durable pour notre pays, il faut qu'il y ait vraiment cette harmonisation entre les différents politiques sectorielles et à les traduire sur le terrain. Donc, oui. Monsieur le secrétaire général, le décideur. Et vous pourrez répondre aussi à la question de la quantité, la question sur la quantité, peut-être. Oui, je ne sais pas quelle est la définition de décideur, mais je vais essayer de répondre aux questions. Qui doit faire quoi et comment? Si j'étais un politicien, moi je dirais que ça a duré depuis longtemps, depuis 50 ans, depuis notre indépendance, et on a commencé à changer les choses depuis 2014. Ça, c'est le langage des politiciens. Et je crois que c'est le vrai langage des décideurs. On a cité tout à l'heure la volonté politique depuis 2014. Toujours est-il que, effectivement, il a parlé d'intersectorialité. Maintenant, puisque le modérateur a dit que je ferai un discours pour la fin, mais comme la question a été posée, donc je vais répondre tout de suite. Quand on parle d'intersectorialité, donc on a parlé des 4 secteurs: agriculture, élevage, pêche, environnement. On rajoute les travaux publics pour les désenclavements des zones productrices, l'énergie pour la transformation des produits, l'eau, bien sûr, la sécurisation foncière, l'aspect foncier, les finances sur la fiscalité, la recherche
ne faut pas oublier, et la formation. C'est le minimum d'intersectorialité qu'on doit faire pour avoir un minimum de résultats. On est en train de le faire. Mais, en plus de ça, il faut aussi changer notre mentalité. M. Tom a dit tout à l'heure une accélération rapide. Et il m'a murmuré, il faut changer le Muramura. Ça ne marche plus. Hein? Un malgache, je vais le dire en malgache, un proverbe malgache dit Araka ny fomban-drazana zay tsy naratsy azy dia ho tanterahany ty zavatra ty. Ça veut dire qu'un malgache, quand il a une proposition, il cherche d'abord et toujours quel est l'aspect négatif. Et dès qu'il en trouve un aspect, il arrête. Mais s'il ne trouve plus d'aspect négatif, c'est là qu'il commence à le faire avec l'aspect Muramuru doucement. Donc c'est ça, c'est cela qu'il faut changer dans nos mentalités. Il faut penser positivement, il faut aller de l'avant et après ajuster en cours de route. Ensuite, c'est nos problèmes aussi, nos intellectuels. Oui, il y a le problème des intellectuels aussi. Vous avez beaucoup de recherches, vous avez beaucoup de résultats, mais vous ne communiquez pas les résultats. Donc on ne connaît pas. Quand j'ai vu dans le résumé, il y a beaucoup de choses qu'on peut valoriser, mais on ne les connaît pas. Donc il faut améliorer notre communication aussi pour avoir plus de résultats. Par rapport à la quantité, peut-être qu'on peut associer les deux, la quantité et la qualité. Parce que les décideurs ont un problème de quantité pour le moment. On n'a pas l'autosuffisance. On a 50% de la population, des enfants, qui est mal nourrie. Donc, comment faire? Et je suis d'accord avec vous qu'il faut voir aussi l'aspect nutritionnel. On n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais il y a déjà des programmes pour l'aspect nutritionnel. Le développement du patate douce, tout ça chez Orange, c'est déjà l'aspect nutritionnel. Toutes les variétés développées dans le CTAS du Sud, avec l'Union européenne, AINA en particulier, c'est déjà intégré l'aspect nutritionnel. Donc, on commence à le faire, mais le résultat dans l'agriculture grand A, c'est pas en 1 an, 2 ans, mais ça nécessite un peu plus de temps. Pour un politicien, peut-être un peu plus de temps. J'ai pas très bien compris la question de notre ami là, mais je dirais que toutes les décisions, ça devrait être quand même accepté par la communauté de base. Il faut partir du bas, sinon ça ne marchera pas. C'est pas à Tana qu'on va décider qu'on va faire ceci ou cela. Il faut partir de base. Donc il faut de la pédagogie, il faut de la persévérance, il faut, je dirais, de l'humilité pour que nos maisons acceptent les solutions proposées par nos intellectuels. Et parfois, c'est là où il y a aussi des améliorations à faire. C'est de comment réussir à descendre au niveau des paysans pour les convaincre de pratiquer les innovations et les nouvelles techniques, parce que eux, ils ont de nature résiliente. Par rapport à ce que Thomas dit, ils sont de nature résiliente, mais
faut les convaincre pour qu'ils puissent pratiquer les nouvelles techniques. Donc voilà, je crois que j'ai répondu aux 3 questions. Merci, monsieur le secrétaire général. Je crois que si moi j'ai beaucoup de questions encore, mais on n'a plus le temps. Merci beaucoup à monsieur Garneau de nous avoir proposé ces aspects de rencontres régulières là. On avait essayé de tenter de faire ça dans les années passées, mais bon. C'est le temps qui manque des fois, donc il faut les programmer. Nous, on est l'objectif de l'ESA, justement, c'est que l'information puisse passer effectivement au niveau des gens en général. Donc on a un programme le colloque, il a été justement organisé pour que cet aspect-là puisse être mis en évidence et qu'on va y travailler de plus en plus. Avant de donner la parole à monsieur le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage, j'aimerais donc remercier ici l'ensemble des présentateurs, des panélistes, des participants, mais surtout le comité d'organisation qui a très bien travaillé. Il y a 2 personnes qui se sont consacrées depuis plusieurs mois déjà, c'est Madame Taïne et Monsieur Zou, Dr Manasa. Je suis désolé de ne pas pouvoir citer tous les autres, mais ils ont très bien travaillé et je vous remercie personnellement au nom de l'agro, parce que tout le travail a été un travail bénévole et comme je le disais lors du discours de mardi matin, à Madagascar, très peu de gens bougent ou font des choses avec l'idéal uniquement et de bien faire les choses gratuitement. Et pour la préparation de cette semaine, je crois que tous les gens qui étaient à l'ESA, ils ont vraiment joué le jeu et merci beaucoup. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à monsieur le secrétaire général pour qu'il puisse clôturer le colloque. Vous avez la parole, monsieur. Vous pouvez vous asseoir là, il n'y a pas de problème. Ok, donc il est donc temps de clore cette semaine de colloque sur le développement rural et le changement climatique. Je crois que j'ai assez parlé. Et il me reste à vous redire ce qu'a dit notre ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage quand on parle de changement climatique. Quand on parle de changement climatique, on parle d'adaptation, on parle d'atténuation, on parle de techniques résilientes, agriculture intelligente, tout cela. Mais il a dit, il faut d'abord que nous changeons. Il faut d'abord que nous nous adaptons notre mentalité, encore une fois. Parce que sans cela, tout ce qu'on vient de dire, ce n'est que de la paperasse. Il faut les appliquer. Ça a été fait exprès si j'ai cité le cas de la Chine. Parce que quand j'ai discuté avec Fofifa après, ils ont dit que, en fait, tout cela, ça existe au Fofifa. Mais gardé bien chaud ou bien hermétique dans un tiroir. Donc moi, avant tout, il faut, et j'insiste là-dessus, il faut que nous nous adaptons par rapport à notre mentalité, notre approche. Et puis, l'agriculture familiale, oui. Je réitère que Madagascar, c'est d'abord pour l'agriculture familiale. Mais,
une agriculture familiale qui va se transformer, l'agriculture archaïque traditionnelle qui va devenir une agriculture marchande et compétitive pour pouvoir avoir son accès au marché intérieur et extérieur. Enfin, je réitère la proposition de Benjamin. On en a besoin tous. J'ai parlé tout à l'heure de besoin de communication entre nous. Et je crois qu'on va les concrétiser à travers la Banque mondiale, à travers l'Union européenne, à travers le ministère. Ça, c'est la part de décision que je peux prendre, nous deux. Monsieur le décideur, l'autre décideur. Il y a des décisions qu'on peut prendre, donc je pense qu'on va multiplier ce genre d'échanges pour avoir une meilleure communication entre nous. Et sur ce, donc, je déclare donc clos cette colloque sur le développement rural et le changement climatique à Madagascar. Je vous remercie. Et puisque nous sommes fatigués d'avoir applaudi et d'écouter, nous vous invitons tous donc à un cocktail qui va se passer un peu plus loin, c'est pas très loin, mais c'est en bas, c'est à côté du département des eaux et forêts. Donc merci beaucoup et bon appétit.